Bonjour et bienvenue sur Rwanda 360, la chaîne qui parle du Rwanda sous tous les angles. L'émission s'appelle Regard croisé et nous sommes avec Mugisha. Mugisha, bonjour. Comment ça va? Écoute, très bien, très bien. Ah, Heureux d'être avec toi et avec vous. ça faisait longtemps. C'est vrai, le temps passe vite. Hein. Tu Faut qu'on se revoie préparais plus les souvent. sujets, tu étais parti sur le terrain, tu étais parti à la pêche aux infos. Exactement, ouais. On voit pas mal de recherches pour Hmm, essayer d'être le plus factuel possible et pas être trop d'accord, drivé par les différentes opinions. d'accord. Bon, Mm. euh, hâte de voir ce que tu as pu trouver alors, ce que tu pu préparer. D'accord, Aujourd'hui, dans Regard croisé, d'habitude tu es avec un invité, mais aujourd'hui tu vas être seul parce que le sujet s'y prête. tout Euh, à fait. Mugisha, comme à notre habitude, on va parler du Rwanda. Mais on va parler du Rwanda sous un autre angle. On va se poser une question de savoir si le Rwanda est un modèle. Le Rwanda peut être considéré comme un pays modèle. Pourquoi? Parce que on voit le Rwanda briller dans différents secteurs. On voit le Rwanda Mhm. être classé, il y a des classements des fois parmi les pays africains en termes de développement, en termes de propreté, tourisme. On voit le Rwanda à travers la marque Visit Rwanda dans des clubs sportifs. On voit le Rwanda en termes de parité, hommes-femmes, la représentation des femmes, par exemple, à l'Assemblée nationale. Donc on voit le Rwanda en ce moment dans le nucléaire. Il y a un sommet qui a eu lieu il n'y a pas longtemps à Paris. Donc on voit le Rwanda avec la FIFA, avec la Formule 1. On voit le Rwanda dans beaucoup de domaines différents. Et la question est très simple. Est-ce que, au regard de tout ça, le Rwanda peut être considéré comme un pays modèle pour les autres pays africains? Eh bien, écoute, je vais te donner ma réponse à la fin de l'émission. Mais effectivement, la première question qu'on doit se poser, c'est la fameuse définition de modèle. Enfin, là, pour ce que j'ai préparé, tu as cité beaucoup de choses qui pourraient en fait contribuer à appeler le Rwanda un pays modèle. Maintenant, je me suis concentré sur les critères que l'on ne considérait pas subjectifs, euh, dont on peut mesurer l'impact et qui sont aussi comparables avec d'autres, sur lesquels on peut en tout cas avoir une base comparative avec d'autres. Parce que c'est difficile de comparer par exemple toute l'aspect de la promotion touristique autour du sport. Le Rwanda est parmi l'un des rares pays à le faire, tu vois. Ça va être compliqué de trouver un pays auquel le comparer et dire, bon, bah voilà, du coup, c'est un modèle. Par contre, je suis revenu, donc, définissons ce que c'est un modèle. La- la- le modèle, c'est quelque chose qui inspire ou en tout cas qu'on vise à atteindre. Donc, globalement, hein, si je le dis dans des termes un peu de vulgarisation. Et le Rwanda, en fait, il y a trois éléments qui font qu'on pense à lui pour un modèle, en tout cas qui frappent dans la tête, et c'est lié à son histoire. En fait, déjà, premièrement, il y a un contraste entre les événements de 1994, le génocide des Tutsis, et la réalité économique de 2026 du Rwanda, en tout cas aujourd'hui. En fait, d'un côté, on a il y a un élément historique qui a fait 1 million de morts, et de l'autre côté, on a un pays en croissance, avec une croissance l'année dernière de 8,9%. D'accord? Donc ça déjà, c'est ça qui frappe les gens, qui disent, bah, c'était il y a 32 ans et déjà, les voilà si loin, quoi.
Le deuxième sujet, ça va être la réputation internationale que le Rwanda s'est créée. Alors, on peut avoir différentes opinions, mais factuellement, le Rwanda, il est dans le top des pays en termes de corruption. C'est-à-dire que sa note, c'est 57 sur 100 par Transparency International. Et en fait, c'est un pays, alors que la réputation Juste du une petite continent... précision. Tu as dit que c'est un pays dans le top des pays en termes de corruption. C'est en termes de lutte contre, voilà, lutte contre la corruption. Tout à fait. Il n'est pas dans le top des pays corrompus. Transparency International, effectivement, c'est la lutte anti-corruption. Il est dans le top de l'anticorruption. Pour information, nous qui sommes en France, hein, comme tu le sais, la note de la France est 66 sur 100, donc on n'est pas si éloigné. Ensuite, celle du Rwanda, tu as dit, c'est 57, hein, qu'on retienne bien les chiffres. 57 sur 100. 57%. Voilà. Sur 100, sur 100. Tout à fait. Sur 100, et la France, c'est 66 sur 100 pays sur 100. Ou c'est un pourcentage? Non, c'est un pourcentage, c'est une note en fait. D'accord, une note. Et je te rassure, aucun pays n'a 100%. Ah mince, ok. Voilà. Et ensuite, le deuxième élément, c'est que là encore, parmi les pays africains, c'est l'un des pays dont l'administration publique est la plus lisible. On sait où il va. Quand il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Et enfin, il y a des grandes institutions internationales type le FMI, la Banque mondiale, qui, selon leurs termes, disent que l'économie rwandaise est résiliente et très solide. D'accord ? Et en plus, elle a une forme de continuité, c'est-à-dire que dès qu'elle passe à l'étape A, elle va ensuite passer à l'étape B. Il y a une continuité, c'est-à-dire qu'elle ne s'arrête pas, elle ne se repose jamais sur ses lauriers. Donc, elle a une réputation. Le Rwanda a une réputation pour ça. En plus du contraste des 32 années passées entre ce qu'on pensait qu'il deviendrait et ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et enfin, il y a un autre biais qui est que sur le continent africain, il y a une recherche, alors c'est difficilement mesurable, d'avoir quand même en tout cas au niveau académique, le Rwanda est pas mal étudié, notamment sur la question de l'état développemental. C'est en fait un pays qu'on peut considérer comme une success story africaine. Donc il est très souvent étudié et ça en fait partie des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de données sur lui et donc il est beaucoup discuté. Donc voilà les trois éléments que moi j'ai souhaité noter pour en tout cas pour essayer de cadrer un peu la notion de modèle. Parce qu'effectivement après il y en a d'autres. Il y a sur la question de l'écologie, la propreté, sur l'aspect social. Il y a plein de choses qu'on pourrait développer, qu'on développera potentiellement dans d'autres émissions. Mais aujourd'hui, c'est les trois que j'ai choisis sur le plan institutionnel et économique parce qu'il y a une infinité d'indicateurs fins qui vont nous permettre à la fin de la discussion d'avoir une conclusion sur le fait qu'on soit un modèle ou pas avec des pays comparatifs. Mais en écoutant les 3 points que tu donnes, c'est comme si tu considères que c'est un pays modèle. Pour toi, c'est comme si tu poses déjà la carte que c'est un pays modèle, quoi. Eh bien, écoute, en tout cas, c'est ce qui porte les gens. En fait, parce qu'on pourrait, si la question était inverse, je t'aurais cité 3 raisons pour lesquelles on ne le pense pas être modèle. Donc là, aujourd'hui, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on considère qu'il est modèle. Et bien, généralement, c'est via ces prismes-là. En résumé, donc c'est la corruption, c'est ça? Voilà, il a une bonne réputation, ça, par exemple, notamment la lutte anticorruption. C'est indiscutable, c'est un fait. Voilà. Deuxième chose. Voilà, il y a le fait de là où on vient, où est-ce qu'on est aujourd'hui. Bon, là, c'est difficilement le changement. Voilà, ça, c'est factuel aussi. On le voit. Le contraste. Même celui qui n'y est pas allé, il voit les images, donc c'est aussi factuel. Exactement. Mais ça peut être... Dans le contexte du continent aussi, il fait figure de bon élève, parce qu'il est dans le top avec l'île Maurice, je crois, le Botswana, entre autres, sur le plan que ce soit la rigueur dans le développement, sa rigueur budgétaire, enfin voilà. Je peux éventuellement te développer quelques points concrets avec des chiffres, si tu veux. Eh bien, allons-y. Eh bien, écoute... Entrons plus en profondeur. Donc, en gros, on retient ces 3 points. En 4-5 points, déjà sur le plan économique. Je t'ai cité, bien évidemment, une croissance depuis les années 2000 qui varie entre 6 et 8%. Donc d'ailleurs, l'année dernière, elle était à 8,2%. Depuis les années 2000, donc ça ne baisse pas.
Pardon? Ça ne baisse pas donc depuis les années 2000, comme tu dis. Ça ne baisse pas, Ça ne baisse ça pas. varie entre 6 et malgré les crises que l'on traverse. Attention, entre-temps, il y a eu quand même les crises de 2008, les crises du Covid, etc. Et malgré tout, toutes ces réalités de l'économie mondiale, en local, le Rwanda a une croissance qui varie entre 6 et 8%. Et en 2023, elle était de 8,2 et en 2024, elle était de 8,9. Donc, Et toutes ces crises, quand on regarde d'autres pays, il y a d'autres pays qui, au contraire, leur taux de croissance a baissé, ils ont eu des difficultés. Oui. Mais C'est pour ça qu'on parle de crise mondiale généralement. Ouais. Dans ces périodes-là, énormément de pays ont vu leur taux de croissance soit baisser drastiquement, parce que quand même le continent africain reste un pays avec des croissances positives, ou chuter complètement et être négatif, ouais, tout à fait, être en récession. Alors que pour le Rwanda, comme tu dis, malgré toutes ces crises, le taux de croissance n'a pas baissé. Exactement. Il a continué à produire, en tout cas, de la richesse d'une année à une autre. Est-ce que tu en connais la raison? Est-ce que tu sais pourquoi ou quelle formule a été utilisée? Parce que si la crise touche tout le monde, qu'est-ce que le Rwanda a fait pour s'en sortir? Est-ce que tu le sais? Chaque année, alors c'est un peu difficile d'aller dans le détail, mais parce que chaque année est différente, elle a ses raisons, ça dépend de comment ça a dépensé, dans quoi et quel a été le retour, etc. Ce que je peux dire, c'est que quand même ça s'est appuyé, oui, sur une grosse rigueur donc budgétaire, de politique de développement du pays. Voilà, ils ont tenu. Donc la maîtrise des dépenses. La maîtrise, voilà. Là, en fait, c'est la gestion du risque comment dire, c'est la gestion de risque en gros. Voilà, je peux dire ça. D'accord. Ok. Le deuxième élément concrètement, c'était la pauvreté, la réduction de la pauvreté. La lutte contre la pauvreté. Il faut savoir que dans les années après 94, début 2000, il y avait 66% de la population, plus de 66% de la population qui vivait sous le seuil de $3 jour. Aujourd'hui, il est passé en dessous des 38%. Donc de 66 de plus de 66 à moins de 38 aujourd'hui. 38 aujourd'hui. Voilà. On va dire en quoi, gros, en 30 ans? En fraction, tu passes de 2 tiers à 1 tiers. En 30 ans? Il y a 1 tiers de la population qui est sortie de la pauvreté, quoi. C'est en 30 ans ou moins? Pardon? C'est en 30 ans ou moins de 30 ans? En moins de 30 ans, parce qu'il faut considérer plutôt les années 2000, à partir du moment où les indicateurs ont été bien en place. Et comment on appelle ça là? Et solides, en fait. Voilà, des indicateurs solides, après, sur la base de laquelle tu peux travailler pour t'assurer que tu parles de la même chose. Et alors, en fait, souvent les chiffres, ils ne soulignent pas des choses, c'est que la population rwandaise, elle a quasiment doublé dans ces 30 années. Donc quand on te dit que tu as sorti 1 tiers de ta population de la pauvreté, qu'à l'époque, vous étiez en dessous de 8 millions, si je ne m'abuse, à la sortie des événements, et qu'aujourd'hui vous êtes quasiment à 14 millions aussi, je pense qu'on est même arrivé à 14 millions, tu vois qu'à 1 tiers de ce pourcentage-là, tu l'as doublé, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vraiment, au vu de la situation en plus de 94, où on considérait l'État comme un État failli, qui serait incapable de mettre en place quoi que ce soit sans le soutien extérieur et qui serait perfusé ad aeternam, et ben là, aujourd'hui, il en est à baisser drastiquement son niveau de pauvreté. C'est-à-dire que le revenu par habitant a augmenté, c'est ça que ça sous-entend, c'est-à-dire que le Rwandais moyen est devenu plus riche. Et un autre élément, c'est que du coup, il y a une grosse capacité, on en a déjà parlé, administrative et d'exécution publique. Et là-dessus, j'invite tout le monde à aller voir la vision 2050 maintenant. Avant, il y avait la vision 2020. Maintenant, on est en 2026. Qui est maintenant devenue la vision 2050. Est-ce que la vision 2020 avait été, je ne sais pas si je vais dire remplie ou respectée ou atteinte? Globalement, oui, la vision 2020 avait été atteinte. D'accord. Elle avait été atteinte à, si je ne m'abuse, il faudrait que j'aille vérifier, à moins d'1 ou 2 années de différence. C'est-à-dire qu'à 2020, même avant 2020, ils avaient rempli plus de 85-90% des objectifs qui s'étaient remplis. Donc ça donne la crédibilité. Ça donne la crédibilité que si on dit 2050, eh ben on peut atteindre quoi. Tout à fait. Mais comme je dis souvent, le parfait, c'est l'ennemi du bien.
Donc c'est pas parce qu'à 2020 c'était pas à 100% qu'il faut, il faut pas continuer d'avancer. Ouais. Donc aujourd'hui, ils ont justement, Au contraire, 20 étant passés, si on à a 20, presque 50. atteint, il faut mettre les C'est bouchées ça. doubles pour Donc ils ont atteindre cette profité fois-ci. pour se re-challenger. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas juste recalé comme ça. Ça pourrait être le premier réflexe de dire bon, on est à 20-20, on le modifie, on le renomme en 20-23. Non, ça s'est transformé en 20-50 en prenant acte de là où ils étaient arrivés et essayer de voir plus grand pour se pousser à dépasser les objectifs. Ne pas en tout cas limiter son ambition, quoi. Et ça correspond à ce que tu disais tout à l'heure de la continuité, quoi. On ne s'arrête pas, on continue toujours à avancer, à se projeter vers l'avenir. Tout à fait. Et alors, attention, je vais insister, dans Vision 2020, il y a aussi les NST2, donc National Strategic Transformation numéro 2. C'est la vision, comme on l'appelle, 24-29. C'est-à-dire que vers la vision 2050, il y a des étapes. D'accord. Et ces étapes, notamment en ce moment, c'est la NST2. Okay, donc là encore, c'est des documents denses c'est technique, ça, qui orientent en fait la stratégie économique et sociale du pays et qui sont consultables en ligne et qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter si, notamment en tant que diaspora, il y a des opportunités qui sont proposées souvent. On les trouve où? Rien d'aller les relire. Voilà. Ils sont sur le... Alors, j'ai peur de te donner la mauvaise instruction, mais elles sont disponibles sur les sites du gouvernement rwandais de toute façon. C'est des informations facilement trouvables, quoi. Public, d'accord. Public. Okay. Tout à fait. On en a déjà parlé, je t'ai parlé de la corruption qui est basse, du coup. Et ensuite, il y a le troisième élément concret, c'est la stabilité politique. Il faut savoir que sans la stabilité politique, qu'est-ce que ça veut dire la stabilité politique déjà? C'est une continuité du pouvoir, effectivement. C'est une faible fragmentation de l'espace politique et social du pays et une capacité de contrôle. Alors, une fois qu'on entend ça, je ne sais pas quelle est ta perception, mais il y a certaines personnes chez qui, quand ils entendent ces trois arguments, donc stabilité politique et ces trois sous-indicateurs, c'est pas toujours bien perçu pour une raison que j'ignore, parce qu'en gros, moi, souvent, je pose le problème à l'inverse. Un pays politiquement instable, dans lequel tu veux faire des choses, et qui, par exemple, est incapable de contrôler le jour où il dit « je vais faire un décret », personne ne l'applique. Le jour où quelqu'un met en place une politique positive, et qu'à l'inverse, celui qui le seconde, même s'ils ne sont pas du même bord, change complètement. Il va en contre-pied, il dit « non, moi ça ne me va pas, je fais l'inverse ». Ou qui est complètement fragmenté au point que toute décision soit tout le temps dans des négociations interminables. C'est-à-dire qu'on passe plus de temps à essayer de se mettre d'accord qu'à agir. En fait, ça ne permet pas à un pays de se développer correctement, ou en tout cas d'avoir les performances que le Rwanda en fait, est en train de montrer, en fait, tout simplement. Alors, sans cette stabilité politique, c'est un terreau fertile pour permettre justement cette réussite. Ce que tu appelles stabilité politique, donc c'est ce qui permet que, entre guillemets, on va dire, c'est les mêmes personnes qui sont là et qui peuvent mener leur politique à long terme, mais l'autre côté, c'est ce qui est considéré comme antidémocratique selon les regards occidentaux. Regards occidentaux. c'est ce qui est regardé selon les regards occidentaux comme antidémocratique. Donc ne pas changer de régime, continuer, etc. Est-ce que du coup ça vient pas pour être un contre-argument sur le modèle? Alors, pour que ce soit un contre-argument, il faudrait que ça marche pas. Or, ça marche. Donc là, le fait, la stabilité politique donne des résultats. Et donc, donne des résultats. Et donc ça devient un modèle. Et l'instabilité politique, de toute façon, ça ne manque pas d'exemples sur le continent, ne donne pas de résultats. C'est pas compliqué assez à prouver. Je laisserai le soin à d'autres diasporas de l'expliquer en ce qui le concerne. Donc quand on compare ces deux modèles, des modèles où il y a des changements tout le temps et que ça n'avance pas et que peut-être même il y a des troubles, etc. Et qu'on regarde l'autre côté plutôt, la stabilité et le sérieux dans la gestion ou la maîtrise de la gestion publique, toutes ces choses qui apportent du résultat. Toi, tu pencherais plutôt sur la stabilité avec des résultats que le changement
entre guillemets, j'ai pas envie de dire démocratique parce que démocratique, voilà. C'est lié à un système politique, oui. Voilà. Donc c'est pas démocratique, mais en gros, effectivement, les institutions telles qu'elles sont faites au Rwanda, avec la stabilité qu'elles ont, permet les résultats qu'elles apportent. Maintenant, il y a peut-être d'autres pays qui sont organisés autrement, qui peuvent évoluer autrement et produire peut-être un résultat un peu similaire. Ça, ce n'est pas impossible. Le monde est vaste et nous sommes 7 milliards tous différents. Mais le fait est que au Rwanda, vu qu'on parle du Rwanda, c'est un facteur de réussite positive. Et effectivement, il se peut qu'il y ait des gens que ça dérange parce qu'ils n'ont pas cette vision des choses. Et le fait que... Et en fait, ce qui dérange avec le Rwanda, c'est que ça produit des résultats positifs. Et c'est difficilement non, contestable. Comme on ne peut pas contester les résultats, on va contester autre chose. Exactement. En tout cas, pour ceux qui ont pour objectif de contester, pour contester. Hein. Moi, je dis, le monde est vaste là encore. Le Rwanda a plein d'amis aussi. Et ils les défendent aussi. Ils ne sont pas les seuls à s'exprimer, quoi. D'accord. Voilà. En tout cas, je voudrais t'expliquer en 2-3 points pourquoi ça fonctionne, du coup. Parce que déjà, dans le contexte post-génocide, d'accord, c'est là que l'État rwandais contemporain, je rajoute le terme contemporain parce qu'il y a toujours eu un État rwandais depuis l'indépendance, mais je précise, celui après 1994, je vais l'appeler l'État rwandais contemporain. D'accord. Donc, il a été créé dans ce contexte post-génocide. Et du coup, il s'est appuyé sur quoi? Sa priorité. Ça n'a pas été, à l'époque, il n'avait pas pour objectif de mettre en place une économie, une vision 2020, etc. Tout, il s'est créé. C'était pas la priorité, quoi. Il y avait une autre priorité. Ce qu'il a mis en place en numéro 1, c'est l'unité nationale. Ça a été de l'ordre, parce qu'il fallait remettre de l'ordre dans un pays où il y avait des armes de partout, etc. Et donc, c'est ça qui a en fait cristallisé l'État, comme on l'appelle au Rwanda. En fait, c'est un État qu'on considère fort. Il y a une famille d'États comme ça qui fonctionne, qu'on appelle des appareils d'État forts. D'accord. Donc ça, c'est le premier élément pour expliquer que ça fonctionne. Donc là, tu es plutôt en train d'expliquer la recette du succès. La recette. J'essaie d'expliquer le modèle, en fait, à ceux qui ne comprennent pas le Rwanda, qui voient que les résultats, ou d'autres qui sont juste des tracteurs qui n'aiment pas la méthode. J'essaie juste d'expliquer le modèle, de leur donner des éléments de compréhension, et pour qu'ils se fassent une opinion un peu plus juste. C'est ça le but de l'exercice. Ensuite, ça a fourni quoi? Une centralisation. Alors ça, la centralisation, tu en parlais sur l'aspect démocratique, etc., c'est souvent critiqué. Mais, comme je te l'ai dit, c'est un fait. Donc, ça ne sert à rien de le nier d'un côté. Ça va avec le contexte, c'est un système, voilà, c'est comme ça que c'est organisé. Il y a des systèmes décentralisés, il y a des systèmes centralisés, d'accord? Et donc, le Rwanda, c'est un système à centralisation forte, dont chacun peut avoir l'opinion qu'il porte. Et, par contre, dans le cadre de la recette du modèle, l'avantage spécifique, c'est que ça permet une rapidité d'exécution. C'est-à-dire que quand une décision est prise, ça va vite. D'accord, ça évite les intermédiaires. C'est-à-dire trop d'intermédiaires, la bureaucratie, des choses comme ça. Après, petit à petit, en fait, la décision se retrouve diluée ou travestie. Voilà. Non. D'accord. Ça facilite la rapidité des exécutions donc sur le plan économique et social. Ensuite, il y a le leadership. On ne peut pas parler du Rwanda sans son leadership. Voilà. Ça, c'est un fait. Ça serait un Rwanda artificiel. C'est-à-dire où on enlève le leadership et on dit, voilà, le Rwanda est arrivé comme ça. C'est pas possible. On ne peut pas le dissocier. Et de toute façon, sur le plan académique, il y a des études qui ont été menées. Le Rwanda est un pays qui est souvent étudié en études politiques. Donc, au niveau des institutions et même au niveau des critiques, ils sont tous d'accord sur le fait que le leadership rwandais est la raison pour laquelle ça fonctionne et qu'il y ait une certaine cohérence et une continuité, notamment au travers des différentes visions dont on a parlé, vision 2020, 2050, etc. Il y a une cohérence de la stratégie nationale avec les instruments de suivi et l'application des politiques administratives et des institutions publiques. Les institutions publiques, en fait, quand il y a une stratégie nationale qui est décidée, en fait, elle se répercute sur les institutions publiques qui les mettent en place et il y a un suivi qui est fait. Et donc, ça fonctionne, quoi. Enfin, un argument qui revient souvent, la taille, la densité du pays. Effectivement, le Rwanda
c'est 26 000 km². C'est un pays dense entre 500 et 550 personnes au kilomètre carré. Et donc, vu qu'il est dense et petit, c'est facilement quadrillable. Donc, tu arrives à mettre de l'administration partout. Et donc, tu l'administres très finement. Voilà. Alors que dans des grands pays très peu peuplés, c'est très difficile de le faire. Tout simplement de reproduire en fait, cet avantage. C'est un avantage, en fait. Pour une fois qu'il y en a un, non, je rigole, mais c'est un avantage, le fait d'être petit et bien peuplé, ça nous est souvent... Mais il est aussi surpeuplé. Voilà, on nous traite souvent de pays surpeuplés, mais non, il y a un avantage voilà, à être nombreux, à occuper tout l'espace, c'est qu'après on arrive à s'organiser mieux à partir du moment où la communication est bonne. Et du coup, à ce sujet, il y a le Rwandan Governance Board qui a une logique, comme pour un projet, de mesure et de pilotage. D'accord, qui ont mené à une sorte de... Ils ont créé c'est souvent en anglais, mais un score de gouvernance, ok. Et en gros, c'est lié à la vision 2050 et le NST2. Il y a aussi 8 piliers de la gouvernance qui sont dans les objectifs de la vision nationale. La gouvernance fait partie des objectifs. Tu as dit Rwanda Government Board. Rwanda Governance Board qui a créé la Governance Scorecard. D'accord. Donc en gros, c'est comme si le Rwanda est géré comme une entreprise, en fait, c'est ce que tu dis. Quasiment, oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est cette agence qui est chargée donc de gérer l'entreprise Rwanda, c'est ça? Si on peut résumer comme ça. Entre autres, mais elle s'occupe de la gouvernance, entre autres. De la gouvernance. Voilà. Donc en gros, c'est-à-dire la mise en application des principes de la politique de l'État. D'administration, de l'administration publique, ce qu'elle doit respecter, etc. Et la lutte anticorruption en fait partie, tu vois, tous les différents éléments. D'accord. Voilà. Et enfin, bon, on doit en parler quand même, c'est que, donc on est toujours dans la recette de ce modèle, il y a quand même le Rwanda, vu que c'est un... On revient toujours au contexte historique, hein, parce que depuis 1994, en fait, il y a une trajectoire qui a été prise et qui donne le résultat d'aujourd'hui, du Rwanda de 2026. Il y a bien évidemment, on doit en parler, l'aide au développement. Le Rwanda est toujours peut bénéficier voilà, de l'aide au développement, de l'OCDE ou de la Banque mondiale, mais en fait, le Rwanda, lui, sa spécificité et pourquoi il est souvent cité, c'est que tout sou qu'il utilise de ces aides-là, il est traçable. Non, voilà, chaque sou est tracé, est très bien utilisé, et l'objectif final qui est perçu, c'est que chaque année qui passe, il en est de moins en moins dépendant. Voilà. D'accord. Mais il ne faut pas oublier le contexte, l'aide au développement, elle est quand même donnée à des pays qui en ont le mérite. Voilà, c'est pas un acquis. Et ensuite, il y a un contexte. Le Rwanda, quand même, il y a eu un génocide. Le génocide, c'est les crimes contre l'humanité tout entière. Le Rwanda a été laissé seul dans cette tragédie. Et il y a quand même une dette, quelque part, morale qui existe sur le plan international. Parce qu'en fait, le pays n'aurait pas dû se retrouver dans la situation dans laquelle il s'est trouvé. Voilà, tout simplement. Et donc, de ce point de vue-là, il y a aussi un contexte à l'aide au développement qu'il reçoit. C'est pas... Donc l'aide est venue par rapport au contexte, il fallait reconstruire le pays, tout était par terre. Globalement, de toute façon, le monde aujourd'hui, l'économie mondiale est mondialisée. Il y a intérêt à toujours avoir des producteurs et des clients. Et quand il n'y a pas assez de clients, généralement ça enraye la machine. Et donc les aides au développement, ça aide les pays qui n'ont pas assez à venir pouvoir se présenter comme consommateurs de l'hémisphère nord. Et bon, c'est tout un système, ça c'est de la macroéconomie. Mais bon, ce que je veux dire avec le Rwanda, c'est qu'il y avait un facteur un peu moral en plus sur le sujet de l'aide, parce qu'il y a quand même eu un abandon de ce pays face aux réalités politiques qui traversaient sociales à l'époque, et qui l'a mis à genoux en 1994. Donc c'était comme la réparation. On peut dire réparation. Ouais. En tout cas, d'un point de vue rwandais, on peut considérer que de toute façon, il y a réparation aussi dans l'aide qui lui est fournie vis-à-vis d'autres pays qui sont juste en besoin de sortir de la pauvreté. Donc il y a cette dimension en plus. Ce que je veux dire, ça n'efface rien d'autre. C'est juste
pour le Rwanda, il y a ce côté-là qu'on peut aussi appuyer. Et ça, tu dis qu'au fil des années, l'aide a baissé. Donc, et le Rwanda, En fait, voilà, c'est-à-dire qu'il y a une telle rigueur on devient budgétaire moins au Rwanda dépendant, que, quoi. en fait, la proportion d'aide dans comment dire, l'économie rwandaise dans les ressources, en fait, il se diversifie. Le Rwanda se diversifie et il a de moins en moins besoin de cette aide, tout simplement. Alors, souvent ceux qui, entre guillemets, on va dire les détracteurs du Rwanda ou du modèle rwandais, disent que le Rwanda, sans les aides internationales, ne s'en sortirait pas. Est-ce que c'est vrai? Alors, je vais nuancer. Le Rwanda a des objectifs très ambitieux, on en a parlé. Donc, pour ça, il y a parfois des transformations structurelles qui demandent beaucoup de moyens. Et effectivement, avoir l'aide extérieure permet d'avoir une exécution, je dirais, rapide. Sachant qu'en plus, le Rwanda utilise cet argent à bon escient. Bon, il n'y a pas de débat. Ça, à chaque fois, chaque sou est bien tracé, il n'y a pas de souci. Donc, dire qu'il vivrait sans, qu'il ne pourrait pas vivre sans, c'est faux, dans la mesure où il pourrait. Il n'y a pas un souci. Par contre, vu qu'il a des ambitions de transformation et associées à ses visions, etc., effectivement, ça pourrait être un frein. Ça pourrait ralentir en fait son développement. Ça, donc ce que tu veux dire, c'est que le Rwanda peut vivre sans ces aides, mais ça mettrait un peu plus de temps pour arriver à ses objectifs qu'avec l'aide. Donc moi, ça diminuerait la vitesse. Je pense qu'on peut dire que ce n'est pas souhaitable. Ce n'est pas souhaitable pour qui que ce soit. Maintenant, oui, s'il fallait faire 100, il pourrait faire 100. Et voilà, ce n'est pas le seul pays qui l'aurait fait. De toute façon, ça existe, il y a des précédents. Et bon, au vu de la résilience dont fait preuve le Rwanda, il n'y a pas de souci. D'accord. Voilà. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est un objectif? Je ne pense pas. Non, mais c'est que quand celui qui t'aide, quelque part, te contrôle. Donc, si tu peux arriver à te défaire de cette aide, tu deviens plus indépendant, quoi. Tout à fait, tout à fait. Après, c'est vrai que... Donc là, si toi, tu nous dis que le Rwanda peut arriver à continuer son chemin, son bonhomme de chemin sans les aides, c'est possible, mais ça mettrait plus de temps pour atteindre ses objectifs. Par exemple, tout à l'heure, on parlait de 20-50, c'est-à-dire que ça mettrait peut-être plus de temps pour atteindre l'objectif 20-50, mais ça serait possible. Ah oui, en ce qui concerne le fait de vivre en toute autonomie, oui. Et tout à l'heure, pour dire que c'est possible, c'est pas juste de la fiction ou du patriotisme. Tu as dit que le Rwanda s'est diversifié. Non, c'est possible. Après, tu as dit qu'il s'est diversifié dans c'est difficile. Dans les revenus. Voilà, après, entre possible et facile et possible et difficile, il faut quand même mettre une nuance. Ouais, ça serait difficile. C'est pas souhaitable pour les Rwandais, tout simplement, pour le peuple rwandais. Voilà. D'accord. Après, donc, voilà pour les différents éléments qui venaient étayer pourquoi ça fonctionne en fait. Voilà. On a parlé du modèle, en quoi ça consistait, pourquoi les gens, qu'est-ce que ça voulait dire concrètement, pourquoi ça fonctionne. Et du coup, on peut parler aussi de pourquoi c'est pas réplicable. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est une recette qui marche pour le Rwanda, mais ça ne peut pas forcément marcher ailleurs. C'est ce que tu veux dire? Exactement. D'accord. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, j'ai déjà parlé du contexte historique qui est le point de départ. Ouais. C'est la condition fondatrice. Parce que moi, bêtement, je me dis, si pour atteindre ses objectifs, le Rwanda a lutté contre la corruption, maîtrise, entre guillemets, on va dire, maîtrise ses dépenses ou la gestion de l'administration, de l'argent, etc., la stabilité politique. Je me dis, si un autre pays applique ces méthodes, il peut atteindre les mêmes résultats, non? Pas tout à fait. Alors du coup, je vais partir de ce qui est consensuel comme tu me le proposes, et c'est top. En fait, déjà, il y a des pays qui n'ont pas le même rapport à l'autorité et à la discipline collective. Voilà. Il y a des pays et des sociétés, tu ne peux pas leur demander tous les samedis de se lever et d'aller balayer dehors. Donc ça c'est plutôt culturel. Je paye des impôts, il y a quelqu'un qui doit venir nettoyer devant et il s'en occupe. Voilà, tu vois. D'accord. Donc déjà, tout n'est pas réplicable. Et en plus, ce rapport à l'autorité, à la discipline collective, elle est associée à
une histoire en fait. Donc la structure politique déjà, je t'ai dit, c'est centralisé, c'est bien encadré au Rwanda. Il y a des pays où la population ne souhaite pas. Où voilà, en tout cas, si tu essaies de remettre le système, l'organisation politique rwandaise dans un autre pays qui n'est pas prêt et dont la population n'est pas prête à être encadrée de manière aussi rigoureuse, ça ne marcherait pas. Et pourquoi la population rwandaise, pourquoi ça a marché avec la population rwandaise? Parce que justement, il y a une légitimité politique déjà. Voilà. C'est-à-dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, c'est que la population a vu les résultats. C'est ça, elle a vu les résultats et même il y a une légitimité historique pour ce qui concerne, et ça c'est pour ça que je te parlais à la fin du génocide perpétré contre les Tutsis. Voilà, exactement, tu as tout dit. En fait, il faut dire qu'il y a une légitimité politique, donc institutionnelle, parce qu'il y a des institutions où on vote, etc. Donc on connaît les scores qui sont effectués par le parti politique qui arrive en premier au Rwanda et son leader, mais c'est aussi lié à l'histoire, parce qu'il y a une légitimité historique à ce parti et à son leader. Mais cette légitimité... Le pouvoir rwandais est celui qui a arrêté le génocide, tout simplement. Mais cette légitimité historique sans résultat n'aurait pas eu la confiance de la population, tu veux dire? Exactement, en plus. Donc il y a la légitimité historique, mais il y a aussi le travail, les résultats. Voilà, exactement. Mais en fait, je veux dire, avant même de pouvoir convaincre, il faut que les gens soient d'accord. Et pour être d'accord, aujourd'hui, au Rwanda, il y a quand même eu ce facteur qui, d'entrée, tu vois, c'était un facteur initial. On est parti de là pour le Rwanda contemporain, comme je dis. On est parti de cet élément. En fait, tout ça pour vous faire contraste avec... Il y a d'autres pays qui sont rentrés, qui ont été réformés après la guerre. On n'est pas le seul pays au Rwanda à avoir eu une période post-génocide, je pense qu'on fait partie des rares. Par contre, post-conflit, il y en a eu d'autres. Et est-ce qu'ils sont retrouvés stables? Non. Est-ce que le pouvoir en place a été considéré comme légitime? Non. Au Rwanda, ça a été le cas parce qu'il y a un contexte historique qui fait que le pouvoir en place est celui qui est venu ramener la paix, qui a arrêté le génocide. Donc ça a facilité au début de lui donner la confiance. Et comme tu le dis, après, année après année, il a apporté des raisons de lui faire confiance toujours plus. D'accord ? Mugisha, aujourd'hui, la population rwandaise est composée à plus de 60% de jeunes de moins de 30 ans. Je crois plus de 60%, je n'ai plus vraiment les chiffres en tête, mais plus de 60% de la population a moins de 30 ans. Ça veut dire qu'ils n'ont pas connu le génocide, ils sont nés après le génocide perpétré contre les Tutsis. Est-ce que tu penses qu'ils ont le même regard, c'est-à-dire cette même approche de légitimité historique pour faire confiance au gouvernement, pour suivre la politique du gouvernement? Est-ce que tu penses qu'ils ont la même approche? Alors, pour moi, je vais distinguer deux choses. Donc, tu parles de la jeunesse, qui a moins de 30 ans. Quand on parle de légitimité politique, je ne sais plus, je n'ai pas envie de dire des bêtises sur l'âge exact à partir duquel on commence à voter. Mais n'empêche qu'il y a quand même une grosse proportion. Je ne sais plus si c'est 21 ans ou 18 ans, je ne sais plus, c'est l'un des deux. Voilà. Oh, peut-être 18 ans. Il reste encore une grosse proportion de personnes adultes au Rwanda qui, lorsqu'il s'agit d'aller voter, de faire vivre l'espace politique, voilà, la proportion elle est moindre pour les jeunes. Voilà. Tu en enlèves une bonne portion, des 60%, parce qu'ils ne sont pas en âge de participer à la vie politique et économique du pays. Et donc, mais pour leur vision, je pense qu'elle se fait effectivement sur des facteurs qui sont post-génocide. Voilà. Mais par contre, je pense eux, ils regardent moins la légitimité historique, ils regardent plutôt les résultats. Exactement. Eux, par contre, ils vont être plus, ils vont voir leur réalité du quotidien, tout simplement s'améliorer. Et comme on était en train d'en parler, la réduction de la pauvreté, qu'est-ce qu'on a dit d'autre, la croissance. Écoute, tu sais quoi? Il faudrait qu'on fasse un numéro sur la jeunesse. Eh ben, c'est parti. On pourra développer ça. C'est parti. Rendez-vous est pris. Tout à fait. Merci. Mais au moins, ça explique même, parce que tu as parlé des élections, ça explique un petit peu. C'est-à-dire qu'il y en a qui regardent la légitimité historique et les résultats. Il y en a qui regardent les résultats, donc le travail quotidien, on va dire, ou la gestion quotidienne. Et tout ça explique pourquoi ils peuvent aller voter comme ça, ou alors
suivre les directives du gouvernement comme ça, etc., etc. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, je vais t'apporter un élément, parce que là, je t'ai développé 3 raisons pour lesquelles, en fait, le modèle rwandais est unique, tu vois. Maintenant, je vais t'apporter la 4e, et je sais pas, malheureusement, mes recherches s'arrêtent là. Je n'ai pas été voir s'il y en a d'autres qui faisaient la même chose. Mais au Rwanda, il existe justement un Citizen Report Card. Donc, c'est les citoyens qui font des votes et qui évaluent, en fait, le niveau de la satisfaction de la gouvernance qu'ils ont du pays. Et donc en 2025, c'est comme un sondage, quoi. Ouais, c'est ça. La satisfaction de la gouvernance était de 76,7%, dont il y a plusieurs catégories. J'ai pris le top 3. La sécurité, 92,1%. Le respect des principes de gouvernance, 90,1%. Et la participation citoyenne, le fait que le citoyen puisse participer et avoir un impact sur la gouvernance de son pays, 88,2. Donc c'est le top 3 des notations pour une moyenne globale de 76,7. Je n'ai pas listé toute la suite, mais les auditeurs donc peuvent aller voir. Donc il y a sécurité, bonne gouvernance et participation citoyenne. Et participation citoyenne. Donc ça en gros, voilà. c'est la population qui donne des points, entre guillemets, à l'État ou au gouvernement, quoi. Exactement. Et qui disent sur quoi ils sont satisfaits, à quel niveau, etc. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est quoi? C'est chaque année? Ben écoute, là, moi, j'ai trouvé celui du 2025, il y a probablement chaque année, oui. D'accord. Okay. J'ai été prendre le dernier pour vous partager cette information. Donc, ce qui veut dire que le Rwanda met l'accent sur l'unité, la responsabilité, la discipline, tout ça pour se doter d'institutions capables et qui met en œuvre des solutions locales. C'est ça aussi un des facteurs très uniques du Rwanda, c'est que dans la mesure du possible, même s'il y a plus facile ailleurs, il essaye de créer des solutions locales à toutes les différentes problématiques qu'il peut rencontrer dans les différents secteurs de la gestion du pays. Ouais. D'accord. On voit des réunions chaque année. Bon, ça s'appelle en Kinyarwanda Umushyikirano. Umushyikirano, je ne sais pas comment on peut le traduire en français, mais c'est comme si... Tu sais quoi? C'est une marque déposée, on va pas le traduire. mais pour faire comprendre à ceux qui ne comprennent pas le Kinyarwanda, c'est comme si on se met d'accord, je ne sais pas, je vais schématiser, c'est comme si on s'assoit, les dirigeants. Oui. D'ailleurs, Umushyikirano, c'est que les dirigeants ou il y a aussi la population? Je crois que la population s'exprime aussi. Oui, la population s'exprime. Exactement. Ils peuvent poser des questions, ils peuvent aussi faire part de leurs problèmes, de demander. Exactement, c'est le but. C'est une session ouverte où effectivement du citoyen, donc déjà les élus sont présents devant les citoyens et les citoyens peuvent poser la question en direct sur les problèmes. Et ça, quand on parle d'élus, ça part du président jusqu'à à la plus basse échelle. Ouais, tous les postes politiques sont représentés. Voilà. Et donc il y a poser une question directement à un ministre, au président. Au chef de la police, peu importe, et voilà. Et ça, c'est un modèle. Est-ce qu'il y a un autre pays où il y a un modèle comme ça ou... Très sincèrement, il faut que je m'enseigne, mais pour moi, c'est une marque déposée, comme je t'ai dit. Donc ça fait partie aussi des choses qui permettent d'atteindre les résultats, quoi, la bonne gouvernance. Eh bien, écoute, oui, ça rentre dans les éléments dont je te parlais, d'une culture du pilotage et du suivi. D'accord. Ok. Voilà. Très fin. Et donc, en fait, tout ça pour dire que le modèle rwandais, c'est une combinaison de facteurs. Bon, il y a un trauma fondateur que la société a traversé, qui a donné une légitimité historique à ceux qui sont arrivés au pouvoir à cette époque-là, qui a mis en place un système centralisé pour pouvoir mener à bien la planification et des visions qu'il avait pour le pays. Et donc, il s'est doté d'une capacité administrative à réaliser tout ce qu'il avait comme ambition de faire. Et avec très peu, bien sûr, on l'a dit, comme je te disais, pour aller plus vite, ensemble, on va plus loin, seul, on va plus vite. Mais donc, il y a un peu de soutien, bien sûr, financier extérieur. Mais bon, ça, il faut le dire parce que c'est une réalité aussi du continent.
Mm. et du monde de l'hémisphère sud, si tu veux, au sens large du terme. On n'est pas les seuls, donc il n'y a pas de raison d'en rougir. Mais c'est ce qu'on en fait qui est important. Et ça, là, le Rwanda se démarque vis-à-vis de ça. D'accord. D'accord. Voilà, voilà. Ok. Donc pour toi, la conclusion, c'est quoi? C'est que c'est un modèle ou c'est pas un modèle? Parce que moi, j'ai l'impression depuis le début que tu considères que c'est un modèle. Eh bien, écoute, globalement, c'est un modèle. Il y a pas Globalement, de souci. c'est pas totalement. Difficulté que j'ai avec le mot modèle, c'est que, comme je t'ai dit, c'est un peu unique. Il y a quand même des éléments qui ne sont pas reproductibles chez d'autres. D'accord? Par contre, Après un modèle, c'est pas non plus fait pour faire copier-coller. C'est-à-dire, on peut s'inspirer du modèle. on peut s'inspirer, c'est ça, Donc, exactement. on peut s'inspirer de certains considérer éléments. quelque chose comme modèle et Oui. ne pas copier exactement la même chose, mais apprendre de ce modèle, s'inspirer pour maintenant aller appliquer ou adapter à là où on veut appliquer. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est Bon, pas parce que c'est pas réplicable ailleurs, je sais plus le terme que tu as utilisé, c'est pas parce que c'est pas réplicable ailleurs que ça sera pas considéré comme modèle. Tout à fait. De toute façon, le Rwanda, il n'est pas seul dans la famille des États forts. J'ai quelques autres exemples, d'accord, à partir duquel il est souvent comparé. Donc le premier, simple, on en entend souvent parler, c'est Singapour. Je pense que je ne t'étonne pas en te disant Singapour. Le Rwanda aussi a appris de Singapour, de ce que je sais. Ils se sont inspirés aussi du modèle. Tout à fait, parce que bon, c'est un pays qui a réussi un peu avant nous. Bon, justement, Singapour, pays centralisé, discipline administrative, lutte anticorruption, efficacité. Tu as l'impression d'entendre parler du Rwanda, là, non, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Donc, c'est une logique politique commune dont, effectivement, on s'est inspiré. Par contre, la différence, c'est que, bon, au niveau géographique et économique, on n'est pas du tout sur les mêmes types de pays. D'accord. Singapour, c'est plutôt un hub commercial et financier international. En tout cas, c'est vers ça qu'il s'est orienté. Donc voilà où s'arrête. C'est sur la logique politique que la comparaison s'arrête avec Singapour. Il y a un autre pays en Afrique sur lequel on a beaucoup comparé au niveau académique, c'est l'Éthiopie. Parce qu'il y avait une théorie sur ce qu'on appelle l'état développemental. Si je ne dis pas de bêtises, vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. C'est le fait qu'un État fort réussisse avec des réussites économiques. D'accord. Maintenant, l'Éthiopie est devenue, depuis pas très longtemps, elle apporte une limite au fait qu'un pays soit centralisé dans la mesure où il y a quand même eu beaucoup de guerres internes. D'accord. Donc, les gens tendent à dire que centraliser ne veut pas dire stabilité. Tout ça pour dire que le Rwanda est stable. Pourquoi? Parce qu'il a aussi son bagage. C'est pour ça que le bagage historique est important avec le Rwanda. D'accord. Il y a un contexte qui fait que malgré cette centralisation, ça ne pose pas de problème, bien au contraire, parce qu'il y a un contexte historique. Un contexte historique que, par exemple, l'Éthiopie n'a pas. Et du coup, malgré le système qu'ils ont mis en place, qui est très ressemblant, n'a pas pu maintenir la stabilité dans son pays. D'accord. Mais en termes de développement économique, on voit quand même le changement en Éthiopie. Exactement. Si on se souvient, dans les années 80, l'Éthiopie, il y avait des famines et ils étaient au plus bas, à tel point qu'il y a même une chanson We Are the World qui a été composée pour venir en aide à l'Éthiopie, lutter contre la famine. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'est l'Éthiopie en Afrique, ils ont aussi quand même des choses à apprendre aux autres. Exactement. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, un État fort centralisé avec des résultats économiques forts, le Rwanda et l'Éthiopie étaient souvent comparés. Ils avaient en plus la stabilité, mais là, l'Éthiopie ne l'a plus. Le Rwanda l'a encore. C'est juste pour te dire que, comme quoi les modèles, tu vois, tout n'est pas à 100%, comme on disait, transposable. Il y en a deux autres. J'ai le Botswana. Oui. Le Botswana, c'est différent. Donc, pays africain, déjà, voilà, comme pour l'Éthiopie, stable. Donc là, on retrouve la stabilité que le Rwanda a, avec des bonnes institutions aussi. Et par contre, une autre base économique, c'est pas tout à fait ça. Ils ont un secteur minier beaucoup mieux développé. Et par contre, ce qui est différent, et qui est souvent mis en contraste entre les deux pays, c'est l'aspect, tu en parlais, le cadre pluraliste de la vie politique là-bas. Donc, comme quoi, pour atteindre la stabilité, le fait de centraliser, c'est pas forcément le seul modèle, mais c'est pas un problème. C'est ce que je veux. Mon point, c'était d'avoir des éléments de comparaison pour que les gens puissent, dans les discussions, avoir des éléments de discussion, quoi.
Et enfin, j'ai le Vietnam en Asie encore. Pareil, État fort, orientation stratégique. Donc là, il ressemble beaucoup au Rwanda par rapport sur le plan de ses visions 2020, 2050, etc. Discipline politique est similaire. Par contre, eux, ils sont plutôt partis sur le secteur industriel. Ils sont différents. Ils ne sont pas trop sur le plan économique. On n'est pas sur les mêmes choses. Nous, on est parti plus sur de la tech, agrotech aussi, etc. On a une grosse part d'agriculture quand même. Donc tout ça pour dire que oui, le Rwanda, c'est une variante d'une famille, d'un concept qui s'appelle les États forts. D'accord? Voilà. Donc là, je t'en ai cité 4 en plus du Rwanda, et ils ont chacun leur variante sur laquelle on a une base comparative avec le Rwanda. D'accord? D'accord. Et donc, bon. Après, je pourrais te parler aussi des éléments sur lesquels les gens ne seraient pas forcément d'accord, et sur lesquels, du coup, ils ne sont pas d'accord avec le modèle rwandais. Ah bah, allons-y rapidement pour terminer comme Et ça. ben, tu en as parlé déjà Ouais. 2-3 fois pendant tes interventions. C'est parmi les limites. Ah, tu veux dire que je fais partie de ces gens? Non, tu c'est l'as pour évoqué en t'embêter. avance de phase, c'est que tu l'as dit, c'est-à-dire que c'est pas, je l'invente pas, c'est que voilà, Ouais, ça on en a existe, parlé, c'est sur la place publique. ça existe. Ouais. C'est première chose, liberté publique et opposition. Bon, je considère que le Rwanda c'est un pays avec des restrictions politiques et en fait. Donc ça, c'est plutôt des choses qui vont être des arguments des gens qui vont dire que c'est pas un modèle. Exactement. En fait, c'est des gens qui se basent sur ces arguments-là pour dire que ce n'est pas un modèle. C'est pas un modèle. Alors que, en fait, on peut se poser la question. On a balayé la notion de modèle. Aujourd'hui, à quoi ça sert un modèle? C'est est-ce que tu veux être. Enfin, moi, j'ai des souvenirs à titre personnel d'être en 4L dans le Rwanda des fins des années 90, avec la poussière, les vaches qui passent partout, le lait. Le lait Kivukuto que tu trouves, voilà, quelques magasins. Et quand j'y vais aujourd'hui, enfin, comment tu veux pas que je me dise que c'est un modèle? Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être que certaines personnes qui sont nées dans des environnements où, quelque part, tout leur est acquis, qui n'ont pas eu ce cheminement, d'accord? Qui ne comprennent pas les contextes, qui ne veulent pas les comprendre parfois, pour certains. Dès qu'ils trouvent un élément de critique, du coup, ils discrédibilisent l'ensemble. Et c'est ça qui est dommage. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, on vient de parler pendant je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on discute de tous les bienfaits que ça apporte à la population rwandaise. Et là, je vais te parler de 2-3 points qui viennent peser sur ce modèle, en tout cas sur les limites du modèle, d'après ça, c'est le Rwanda dans les années 80. Dans les années 80, combien? Ça, c'est 87 exactement. 87, d'accord. Ouais. Oui, mais c'était déjà mieux que post-94. Alors là, on voit l'hôtel, mais dans les rues... 1000 collines. Ouais. Ouais. Ouais, je vois, mais là, c'était le Rwanda qui était encore en bon état, parce qu'après 94, bon, il a fallu tout reconstruire. Oui. Donc, on partait d'encore plus bas. Moi, le Rwanda dont je te parle, c'est celui vraiment qui avait tout à refaire, en fait. Hein. Même ce qu'ils avaient, ils ne l'avaient plus. Hein. Et donc, ils disent, les critiques, c'est souvent la liberté publique et opposition, l'espace civique et l'information. Et donc, qu'est-ce que ça raconte, ces deux sujets-là? Donc, c'est qu'ils considèrent qu'au Rwanda, vu que c'est très centralisé, il y a moins d'espace à avoir de la compétition politique. Et ça, on pourra en faire un numéro, c'est parce que souvent est vu comme positive les systèmes démocratiques conflictuels, alors qu'au Rwanda, comme il y a plein de gens qui traitent de ça, on est surtout sur un système démocratique consensuel. Justement, on pourra peut-être en parler dans une autre émission, mais ça veut dire que... On pourra en parler dans une autre émission. Ça fait partie des choix que le Rwanda a fait, la politique de consensus. Exactement. On ne voit pas, par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, on est en France, on voit dès qu'on arrive en période électorale, et on va bientôt y arriver avec la présidentielle en 2027, où il y a vraiment, on va dire guerre, bon, voilà. On va dire, il y a vraiment une guerre ou une lutte, des combats sans pitié. Et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas au Rwanda. Parce que ça fait partie des choix que le Rwanda a fait après le génocide.
Moi, je te propose d'imager ça, Yvan. On peut faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, les véhicules les plus vertueux, alors, c'est un terrain glissant, mais on peut parler des véhicules électriques. Les gens disent que les véhicules électriques, c'est bon pour la planète, etc. N'empêche que demain, tu dois aller faire un safari, tu n'emmènes pas ta voiture électrique. C'est pas adapté au terrain. D'accord? C'est tout. Jusqu'à ce qu'il y ait un véhicule électrique qui permette d'aller faire des safaris en toute autonomie sans que tu restes bloqué dans la savane. Donc, ce que tu veux dire, c'est que ce qu'on voit ailleurs, c'est pas forcément mieux ailleurs. Ce qu'on voit d'un côté, c'est pas forcément mieux partout. C'est pas parce que c'est pas appliqué chez toi, que tu n'aimes pas, que c'est pas joli comme tu aimes, que ça doit être décrédibilisé ou que ça ne doit pas exister. Voilà. Surtout quand ça porte ses fruits. Ce que je veux dire par là, c'est que le monde est vaste, nous sommes 7 milliards, on ne se ressemble pas. Et c'est un peu normal aussi que nos systèmes politiques puissent varier sans qu'on passe notre temps à se décrédibiliser les uns les autres. D'accord? D'accord. Donc, on prend ce qui nous va, surtout. Et c'est ça qui est important. Et là, en l'occurrence, on parle du Rwanda et donc de la population rwandaise. Donc, si ça leur va, à la grande majorité, il y a toujours cette notion de majorité. Je ne dis pas qu'il y a des gens à qui ça ne va pas. Mais si pour la plupart ça va, on ne va pas écouter les minoritaires. On va écouter les gens pour qui ça profite au plus large, en fait. C'est surtout ça qui est important. Sinon, on n'avance pas. Ensuite, l'espace civique et information. Donc là, je vais citer effectivement des gens qui en parlent souvent. C'est Freedom House qui disent que le Rwanda, c'est un pays not free. Il est classé not free. La question, c'est est-ce que c'est légitime? Alors, quelle est la légitimité de ce type d'institution? Mais bon, ça revient suffisamment que pour que ce soit cité aujourd'hui dans l'émission, pour être tout à fait transparent, il faut parler de tout. Il y a aussi souvent des rapports de Human Rights Watch, des ONG comme ça qui sortent toujours des rapports pour dénoncer ou alors dire il y a ça qui ne va pas, qui ne va pas. Oui, en plus, on est en 2026 aujourd'hui. Bon, la liberté d'expression, on voit tout et son contraire. Voilà, il y a des gens qui sont dans l'expression, liberté d'expression maximale et qui vont dire des choses qui aujourd'hui sont condamnables et qui sont condamnées. Donc voilà. Et dans d'autres coins, en fait, voilà. Bref, moi, ce que je dis, c'est l'information, où est-ce qu'elle n'est pas aujourd'hui biaisée, limitée, je ne sais pas. Où est-ce qu'elle est parfaite? L'information. Je ne sais pas, je cherche à savoir. Bon, avant la perfection, il y a quand même, quelque chose avant la perfection, quoi. Voilà, c'est ça. Le parfait est l'ennemi du bien. Bon. Ouais. Ensuite, quand même, il y a des choses qui pèsent. On en a parlé un peu en filigrane sur la partie économique. Pression extérieure et fiscale. Effectivement, tu m'en as parlé un moment. Il y a certaines transformations structurelles qui demandent des gros moyens. Donc, et en partie externe. Donc c'est là-dessus que l'aide intervient. Et quand il y a des pressions sur les institutions financières, ça ralentit forcément la transformation et l'ambition du Rwanda à bien évidemment s'améliorer. Donc là, c'est effectivement l'une des limites du modèle qui existe, structurel. Donc il y a des grosses performances macroéconomiques du Rwanda, ça tout le monde lui reconnaît, mais en face, il y a quand même une vulnérabilité sur les ressources sur lesquelles il se porte. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le Rwanda n'est pas encore autoporté. Est-ce qu'il y a beaucoup de pays que tu connais qui sont autoportés aujourd'hui, qui ne dépendent pas les uns des autres? De toute façon, même les grandes puissances... Qu'est-ce que tu entends par autoporté? Autoporté, c'est-à-dire qu'il se suffit à lui-même et voilà quoi. Bon. Et s'il s'arrête de vivre avec les autres, il n'en subira aucune conséquence. Moi, aujourd'hui, j'en connais pas. Ouais, il n'y en a pas. Et c'est vrai que si on doit regarder chaque pays sur la Terre, chaque pays a ses difficultés, chaque pays a ses forces et ses faiblesses. On regarde, voilà, là, ici en France où on sort, on voit des gens dans la rue qui mendient, on voit des gens... Moi, il y a un endroit où je passe tous les jours, je vois des gens qui dorment sous un pont. Il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim tous les jours. Il y a des gens qui parlent des mères de famille qui témoignent en disant qu'ils mangent un jour sur deux. C'est des choses déplorables. C'est des choses qui ne doivent pas exister, mais c'est des choses pourtant qu'on trouve même dans des pays développés ou industrialisés, etc. Et dont on ne parle pas assez pourtant. Ouais, voilà, c'est ça. Donc souvent on pointe du doigt les pays qui sont en voie de développement pour dire que comme il y a ça, ça veut dire que ça ne va pas.
Mais dans les pays développés, il y a des images qu'on voit des villes aux États-Unis où c'est vraiment, on se croirait pas aux États-Unis quand on voit des endroits où c'est vraiment la New misère, York? des drogués partout, des gens qui n'ont plus rien, qui ont tout perdu, qui sont dans la rue. On croirait pas que c'est les États-Unis, mais on n'en parle pas. Par Hmm. contre, on pointe toujours du doigt les pays en voie de développement, des pays justement voilà, qui cherchent, qui essaient des solutions pour s'en sortir. Donc peut-être que euh, les rapports qui sortent peuvent être discutables, quoi. C'est ça, c'est pour ça. Mais bon, après, ça mérite toujours d'être cité. Oui, Enfin, moi, quelque enfin, part, ici, en dans cette disant ça, je émission, comme tu refuse le pas. sais, En disant ça, je refuse pas ou je c'est ça, rejette pas. Mais je c'est dis ça, c'est quand même, ça. comme tu as dit tout à l'heure, il y a toujours une nuance. Il faut toujours Tout à fait. nuancer. Tout à fait, tout à fait. Mais dans Regard croisé, ici, sur la chaîne 360, Rwanda 360, on prévoit de parler de tout, même de ce qui, potentiellement, est Ne va pas, mal... voilà, du moment qu'on est animé par justement l'esprit d'aller de l'avant, de ce qui ne va pas aujourd'hui, l'améliorer. Exactement. Ou alors En toute transparence, en fait. réfléchir ensemble sur comment est-ce qu'on peut mieux faire. S'il y a Voilà. une recette qui marche pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, etc. On va pas, la- la- Se la- voiler la face. voilà, c'est ça, on va Mhm. pas se voiler la face et on va pas non plus Tout à fait. tomber dans la critique facile, juste la critique pour détruire ou pour abîmer. Mais Exactement. une critique constructive ou une critique positive, là, je pense que c'est pour le bien de tous. Et enfin, je termine par le point qui est le plus d'actualité aussi, c'est que l'une des limites et en tout cas l'une des tensions qui pèsent sur le modèle du Rwanda aujourd'hui, c'est quand même la tension régionale. Hmm. C'est-à-dire qu'il faut que les Sécuritaire, gens tu qui veux ne dire. connaissent pas le Rwanda, hein, pardon? Sécuritaire. Sécuritaire, oui, tout à fait. Ceux qui ne connaissent pas Rwanda comprennent que ça aussi, ça a un impact sur le Rwanda. C'est pas quelque chose de positif ou c'est pas quelque chose qui lui sert, au contraire, c'est quelque chose qui pèse sur son image et donc sur l'évaluation et la notion de risque sur son économie au Rwanda. Donc lui, le Rwanda, il n'a absolument aucune volonté que cette tension régionale sécuritaire se prolonge parce que ça n'aide pas en tout cas son modèle. Ça n'aide pas son modèle. Là, on parlait du modèle du Rwanda. Euh, voilà. Hmm. Son modèle est du coup challengé par le contexte sécuritaire. Hmm. Après, Hmm. ça peut être le sujet aussi d'une autre émission de comprendre Absolument. pourquoi le Rwanda met euh, en avant plus que beaucoup d'autres pays en Afrique sa sécurité. Pourquoi est-ce que le Rwanda met un point d'honneur sur sa sécurité plus qu'on ne voit dans d'autres pays? Il y a souvent, par exemple, un argument que j'entends de certains Africains qui disent, mais euh, ok, on va parler, comme tu as dit tout à l'heure, ici on parle de tout. Quand on Hmm. parle, par exemple, de le Rwanda qui pointe toujours du doigt la question des FDLR qui sont en République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, tu Hmm. entends des gens qui disent, mais quand est-ce que les FDLR ont attaqué le Rwanda? Donc, en gros, pour dire, si les FDLR n'ont pas attaqué le Rwanda n'a pas de raison de parler des FDLR. Bon, Hmm. on peut toujours en discuter parce il y a des faits, des dates qui montrent quand est-ce qu'il y a eu des attaques, etc., qui venaient de ce côté-là. Mais même s'il n'y avait pas eu d'attaque, cet argument-là de dire, comme ils n'ont pas attaqué, tu n'as pas le droit d'en parler. Je trouve que c'est un argument un peu bête. Je ne vais pas attendre d'être attaqué, d'être blessé ou peut-être de mourir pour me Hmm. défendre. Au contraire, si je sais qu'il y a une menace, je prends toutes les précautions pour éviter que la menace m'atteigne. Euh, Hmm. Tout le monde, avant de dormir, on regarde si la porte est bien fermée, etc. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il va venir nous attaquer ou parce que quelqu'un nous a dit qu'il va venir, un voleur va venir, mais parce qu'on on se protège. Donc on fait de la prévention. On dit pour éviter que je sois attaqué pendant que je dors, pour éviter que je sois attaqué ou aucun voleur vienne, je ferme ma clé, je mets un cadenas, je sais pas, donc je me protège. Cet argument-là de dire comme il t'a pas encore été attaqué, pourquoi est-ce Hmm. que tu parles de ce groupe? Donc c'était pour dire, il faudra qu'on fasse une émission pour essayer de comprendre pourquoi le Rwanda met un point d'honneur sur sa sécurité. Pourquoi est-ce qu'ils y mettent autant de moyens, ils en parlent, etc. Euh, Le premier élément de réponse, c'est que déjà, ils ont été attaqués. Donc voilà, on pourra commencer par là.
Oui, ils ont été attaqués, mais si on regarde rapidement, déjà, la question ne se pose pas. le contexte historique qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le Rwanda a connu la pire période qu'un pays peut connaître, ou même que l'humanité peut connaître, et donc ils ne veulent pas revivre ça. Et ça, c'est pas seulement les dirigeants du Rwanda, mais c'est les Rwandais. Ils ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu. Donc, ils n'attendent pas que ça vienne pour se protéger, mais ils font tout pour éviter que ça revienne. Et tout à l'heure, là, les arguments que tu as donnés tout à l'heure, les développements, la lutte contre la corruption, tout ce que tu as développé dans cette émission, on ne peut pas y arriver s'il n'y a pas la sécurité. Si on n'a pas la sécurité, on ne peut pas se concentrer sur autre chose. On va d'abord essayer d'avoir la sécurité acquise ou garantie pour se projeter 20-50, et mettre en place différentes politiques, etc. Tout à fait. Donc, sécurité, comme tu dis, autour, mais là, il y a la sécurité locale qui est déjà présente et acquise. Oui, c'est un travail qui a été fait. C'est pour ça que je pense que ça sera l'objet vraiment de longue haleine. Ça sera l'objet de... Parce que ça n'a pas été facile non plus. Je pense que c'est pour ça qu'il faut vraiment que ça soit une émission à part entière pour ça, pour voir... voilà, ceux qui connaissent l'histoire, ils savent que après le génocide perpétré contre les Tutsis, il y avait souvent des attaques, ce qu'on appelait abachengezi, des gens qui... il y avait des moments où les gens avaient peur d'aller en province parce qu'ils savaient que aller dans certains coins du pays, c'est risquer de mourir. Alors qu'aujourd'hui, pouvoir se promener dans tout le pays sans crainte pour sa sécurité, c'est un travail qui a été fait. Il y a quelque chose qui a été fait. Il y a une recette, qu'on parlait tout à l'heure de recette. Eh bien, il faut comprendre ce qui a été fait, cette recette qui explique la sécurité aujourd'hui. Et peut-être que d'autres pays peuvent s'en inspirer. Peut-être que ça peut devenir un modèle. Exactement. Je pense qu'il y a des pays qui visent à avoir une sécurité locale et intérieure aussi prospère que celle du Rwanda. Et je pense à même des voisins de la communauté de l'Est. On voit même certains pays, je vois par exemple, il y a les pays du Sahel, de l'AES, il y a le Mali, le Burkina Faso, le Niger, pour citer ces trois-là, mais il y en a d'autres qui souvent envoient les chefs d'état-major ou les responsables militaires pour venir voir, entre guillemets, la recette sécuritaire. Qu'est-ce qui a été fait? Apprendre on voit le Rwanda qui part dans les missions de paix, c'est un grand contributeur des Nations Unies, des casques bleus. Donc, il y a des pays qui envoient souvent des délégations pour venir apprendre au niveau sécurité du Rwanda la recette, quoi. Donc là, c'est-à-dire que, comme tu disais tout à l'heure, ça peut être considéré comme un modèle, mais ce n'est pas forcément réplicable ailleurs ou applicable ailleurs. On s'inspire. Exactement. Et après on adapte là où on va. On adapte à sa réalité commune, mais en tout cas, ici, effectivement, on vous a aidé à comprendre le modèle rwandais et avec un point de vue plutôt local, afin que vous puissiez mieux le comprendre, moins le juger, voilà, et vous faire une opinion un peu plus juste du pourquoi, du comment et comment il en est arrivé là. Mélisha, je t'ai pris la place d'invité. Ça s'est vu que je t'ai pris la place d'invité. Je ne sais pas, non, je pense pas. J'étais un peu poussé de la chaise d'invité et j'ai beaucoup parlé. Mais bon, c'était un échange pour réagir aussi à ce que tu disais. Et comme tu dis, c'est pour mieux faire comprendre le Rwanda. Des fois, il faut creuser un peu plus pour comprendre le Rwanda actuel. Oui, tout à fait. Et puis, de toute façon, dans la discussion qu'on a eue aujourd'hui, je pense qu'il y a quelques pistes d'émission qu'il faudrait voilà, on s'est donné des objectifs déjà de répondre à certaines questions qui étaient associées au sujet d'aujourd'hui, qui est une base en fait. C'est une base, c'est une vidéo sur laquelle il faudra se baser pour peut-être comprendre les suivantes. Donc, j'invite vraiment à nos abonnés à suivre nos émissions, à les liker et à les partager pour qu'on puisse, et bien sûr commenter, pour qu'éventuellement vous nous fassiez part des éléments ou des questions que vous voulez qu'on traite. Parce que là, c'est des questions très spécifiques, on pourrait parler de plein de choses, mais c'est un sujet à la fois pour chacune des émissions. Et si vous avez des prioritaires, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, à liker et à partager. Merci. D'accord. Donc là, ce qu'on retient de l'émission, c'est que pour toi, c'est un modèle, mais pas forcément applicable ailleurs. C'est ça? Tout à fait. C'est un modèle qui, voilà,
Donc c'est un modèle qui appartient à la famille des États forts, d'accord, qui a des réussites économiques claires et factuelles, ce qu'on ne peut pas nier, qui sont associées à une histoire, d'accord. C'est une trajectoire qu'il a pris à partir de 1994, qui l'ont quelque part formé, qui ont formé le pays, qui l'ont poussé à faire toujours mieux, mais dont voilà, les spécificités locales font qu'il peut être, il peut inspirer, comme tu dis, c'est le bon terme, il peut inspirer, mais il ne peut pas être transposable partout. Il doit être adapté. En fait, chaque modèle, chaque pays devrait avoir son modèle. À la fin des fins, c'est ce que dit le Rwanda, en fait. C'est ça le message qu'il fait passer. Aussi petit ou grand qu'il est, une population, à partir du moment où elle a fait des choix sur sa propre destinée, eh ben, devrait être libre de porter ses modèles tant qu'il profite à sa population. Voilà, tout simplement. Magnifique. Et qui porte des résultats. Et les résultats aujourd'hui au Rwanda, ils sont visibles et on les partage tous, et d'où sa visibilité. Et voilà. Et on en a besoin des success stories sur le continent africain. Il y en a d'autres, j'en ai parlé, j'en ai cité quelques autres. Et voilà, le Rwanda en fait partie. Et, voilà. D'accord. Mugisha, merci beaucoup. Merci à toi aussi, Yvan. On t'attend pour les prochains épisodes. Avec plaisir. Merci beaucoup. J'attends vos commentaires pour orienter l'axe qu'on veut prendre les prochaines émissions. Voilà, on regarde les commentaires, on attend. C'est la contribution qu'on demande aux uns aux autres. On n'a pas la science infuse, on ne connaît pas tout. Et puis, vous pouvez avoir d'autres centres d'intérêt. Eh ben, aidez-nous à en savoir un peu plus. Et comme ça, on va faire des recherches et on reviendra vers vous. Merci. C'était Rwanda 360, l'émission Regard croisé.